En 20 années d'existence, il n'était jamais venu à l'esprit de Burle de se demander ce que son grand-père avait pensé de son environnement. Le grand-père avait connu une fin prématurée, de manière assez désagréable, que Burle se rappelait vaguement comme une succession de cris, s'éloignant de plus en plus à ses oreilles, tandis qu'il était emporté à toute vitesse par sa mère. Burle avait rarement, voire jamais, pensé à ce vieil homme depuis. Il ne s'était assurément jamais demandé, de manière abstraite, ce que son arrière-grand-père avait pu penser, et encore moins s'était-il posé une question aussi purement hypothétique que celle de savoir ce que son ancêtre de plusieurs générations, disons de l'année 1920, aurait pensé du paysage dans lequel Burle se trouvait. Il avançait prudemment sur un tapis brunâtre de croissance fongique, rampant furtivement vers le cours d'eau qu'il connaissait sous le nom générique de l'eau. C'était la seule eau qu'il connaissait. S'élevant bien au-dessus de sa tête, à une hauteur triple de celle d'un homme, d'énormes champignons parasols cachaient le ciel grisâtre à sa vue. Accrochés aux tiges épaisses d'un pied des champignons, se trouvaient d'autres champignons encore, parasites d'une croissance qui avait elle-même été parasite. Burle lui-même était un jeune homme mince, portant un seul vêtement enroulé autour de sa taille, confectionné à partir de la membrane alaire d'un grand papillon de nuit que les membres de sa tribu avaient tué alors qu'il émergeait de son cocon. Sa peau était claire, sans la moindre trace de coup de soleil. De toute sa vie, il n'avait jamais vu le soleil, bien que le ciel fût rarement caché à la vue, sauf par les champignons géants qui, avec les choux monstres, étaient les seules choses en croissance qu'il connaissait. Des nuages s'étendaient généralement au-dessus de sa tête, et lorsqu'il ne le faisait pas, la brume perpétuelle faisait du soleil une partie indéfiniment plus brillante du ciel, jamais une boule de feu au contour net. Des mousses fantastiques, des croissances fongiques difformes, des moisissures et des levures colossales constituaient les éléments essentiels du paysage, à travers lequel il se déplaçait. Une fois, alors qu'il se faufilait à travers la forêt de champignons géants, son épaule toucha une tige de couleur crème, provoquant une légère secousse de tout le champignon. Instantanément, depuis la masse en forme de parapluie de pulpe au-dessus, une poudre fine et impalpable tomba sur lui comme de la neige. C'était la saison où les champignons libérèrent leurs spores, ou graines, et elles avaient été lâchées sur lui au premier signe de perturbation. Aussi furtif qu'il fut, il s'arrêta pour les brosser de sa tête et de ses cheveux. Elles étaient un poison mortel, comme il le savait bien. Burle aurait été une vision curieuse pour un homme du XXe siècle. Sa peau était rose, comme celle d'un enfant, et il avait peu de poils sur le corps. Même ceux sur le sommet de sa tête étaient doux et duveteux. Sa poitrine était plus grande que celle de ses ancêtres, et ses oreilles semblaient presque capables de mouvements indépendants, pour capter les sons menaçants de toutes directions. Ses yeux, grands et bleus, possédaient des pupilles pouvant se dilater à l'extrême, lui permettant de voir dans une obscurité presque totale. Il était le résultat de 30 000 ans d'efforts de la race humaine pour s'adapter aux changements qui avaient commencé dans la seconde moitié du XXe siècle. Project Gutenberg. À cette époque, la civilisation était avancée et apparemment sécurisée. L'humanité avait atteint un accord permanent avec elle-même, et tous les hommes avaient des opportunités égales d'éducation et de loisirs. Les machines accomplissaient la majeure partie du travail mondial, et les hommes étaient seulement requis pour superviser leur fonctionnement. Tous les hommes étaient bien nourris, bien éduqués, et il semblait que jusqu'à la fin des temps, la Terre serait le foyer d'une communauté d'êtres humains confortables, poursuivant leurs études et leurs divertissements, leurs illusions et leurs vérités. La paix, le calme, la vie privée, la liberté étaient universelles. Puis, juste au moment où les hommes se félicitaient que l'âge d'or était revenu, on observa que la planète semblait mal à l'aise. Des fissures s'ouvrirent lentement dans la croûte, et du gaz acide carbonique, le dioxyde de carbone des chimistes, commença à s'échapper dans l'atmosphère. Ce gaz était depuis longtemps connu pour être présent dans l'air, et était considéré comme nécessaire à la vie végétale. Et lentement, imperceptiblement au début, le climat commença à changer. Des hommes intelligents remarquèrent que les glaciers fondaient rapidement. Les neiges éternelles des sommets montaient en altitude. Les banquises polaires reculèrent envers les pôles. Et avec cela, la végétation tropicale se mit à croître dans des zones autrefois tempérées. Des scientifiques
commencèrent à parler sérieusement de l'effet du dioxyde de carbone sur l'atmosphère. Ils rappelèrent que, des millions d'années auparavant, ce même gaz avait dominé l'air terrestre, et qu'à cette époque, la Terre était recouverte d'une végétation luxuriante et humide, de forêts de fougères gigantesques, de mousses colossales, de champignons immenses. La faune aussi, bien sûr, était énorme. Les insectes en particulier, à cette époque, atteignaient des tailles incroyables. Mais à l'époque moderne, les êtres humains riaient. L'homme avait triomphé de tout, disait-on. Il avait maîtrisé la vapeur, l'électricité, l'atome lui-même. Il n'y avait rien qu'il ne puisse dominer. Si le climat changeait, il changerait aussi les conditions de vie à son gré. Les scientifiques, cependant, devinrent de plus en plus alarmés. Les pluies commencèrent à tomber plus fréquemment. Les villes furent inondées. Les champs furent couverts d'eau stagnante, dans laquelle les microbes pullulaient. Les épidémies devinrent chose courante. Puis vinrent les mutations. Les plantes commencèrent à évoluer de façon inattendue. Les légumes prirent d'étranges formes. Leur valeur nutritive diminua. Certains devinrent toxiques. Les animaux domestiques commencèrent à présenter des déformations, des croissances anormales. Et les insectes prospérèrent comme jamais auparavant. La température augmenta progressivement. Dans certaines régions, les hommes ne pouvaient plus survivre sans vêtements spéciaux ou abris artificiellement refroidis. La race humaine commença à migrer vers les régions polaires, mais les insectes les suivaient, et ils grandissaient. Au bout de 1000 ans, les humains avaient cessé de lutter. Ils s'étaient adaptés. La civilisation telle qu'on l'avait connue était morte depuis longtemps. Les machines étaient inutilisables sans entretien constant, et la science, jadis triomphante, était redevenue un mythe. Burl vivait maintenant dans un monde où la faune était dominée par les invertébrés géants. Il n'y avait plus d'oiseaux, plus de mammifères autres que les humains eux-mêmes, plus de reptiles. Presque tout avait été remplacé par des insectes, des champignons, des moisissures et d'énormes plantes à croissance rapide. Il avait appris à survivre en rampant, en se faufilant, en se cachant. Sa tribu vivait dans les ruines à moitié effondrées d'un bâtiment ancien dont ils ignoraient l'origine et dont ils n'utilisaient qu'une minuscule partie. Le reste était occupé par des toiles d'araignées colossales ou infesté de termites de la taille de chiens. Les membres de sa tribu n'étaient pas nombreux. Ils survivaient en mangeant les rares espèces non toxiques de champignons qu'ils connaissaient, en attrapant parfois un papillon de nuit ou une larve, et surtout en évitant les dangers, car tout était dangereux, même la croissance végétale, même les champignons eux-mêmes, s'ils se mettaient à libérer leurs spores, même l'air parfois, quand des nuages de moisissures s'élevèrent du sol. Et maintenant, Burl avançait doucement vers la rivière. Sa tribu avait besoin d'eau. Il savait qu'une araignée vivait non loin, car on avait retrouvé la carcasse d'un membre de la tribu, vide de son sang, enveloppé dans de la soie. Il progressait malgré tout, une gourde primitive en main, faite d'une membrane animale séchée. Il la remplissait toujours à cet endroit précis, car il connaissait le chemin le plus sûr pour y accéder. Il s'agenouilla derrière une souche molle, observant les mouvements du terrain. Il y avait là une mousse bleu-vert qui palpitait légèrement, signe que des spores s'en échappèrent peut-être. Il fit le détour, contournant la zone de danger. À sa gauche, une tige de champignons ondula au passage d'un courant d'air et libéra une bouffée de poussière grise. Il retint sa respiration et accéléra le pas. Il devait faire vite. À l'approche du cours d'eau, il s'arrêta brusquement. Son regard se fixa sur un objet qui n'était pas là la veille. Un mouvement. Lent. Circulaire. Quelque chose rampait, quelque chose de grand. C'était une chenille monstrueuse. Elle avait au moins 15 pieds de long, et son corps luisait d'un vert luisant, maculé de taches écarlates et de tubercules jaunâtres qui remuaient à chaque mouvement de ses segments. De petites pattes ventrales s'agrippaient à la surface fongique, et à l'avant, sa bouche mâchait lentement un fragment de champignon spongieux qu'elle avait arraché du sol. Burl se figea complètement. La créature n'était pas carnivore, il le savait, du moins pas directement. Mais elle pouvait l'écraser accidentellement,
ou même l'attaquer si elle se sentait menacée. Il resta tapi derrière la souche spongieuse, la respiration coupée, pendant que la chose avançait, indifférente à sa présence. Elle avançait dans la direction opposée à la rivière. Cela lui convenait. Il attendit que la chenille s'éloigne suffisamment pour ne plus la voir, puis, se glissant au ras du sol, il atteignit lentement la berge. L'eau coulait lentement, trouble, teintée d'un brun étrange par les algues microscopiques qui y pullulaient. Elle était potable, mais à peine. Il tendit sa gourde et la remplit. Il allait repartir quand un son attira son attention. Un bruissement, lointain, mais distinct. Il ne bougea plus. Les sons, dans ce monde, étaient rarement anodins. Cela ressemblait au froissement d'ailes, mais très fort, puissant. Il se jeta à terre. Un instant plus tard, une ombre immense passa au-dessus de lui, couvrant les champignons géants d'une teinte plus sombre encore. Il vit un gigantesque papillon de nuit tournoyer au-dessus de la rivière, ses ailes comme des voiles déployées. Il se posa sur un tronc renversé, et ses antennes frémirent. Burl n'osait pas bouger. Il savait que ces créatures étaient aveugles à distance, mais très sensibles aux mouvements proches. Si le papillon le repérait, il risquait de devenir un repas. Les papillons de cette taille n'étaient plus inoffensifs. Leurs pièces buccales s'étaient adaptées, devenues des crochets capables de broyer une proie vivante. Heureusement, celui-ci semblait absorbé par l'eau. Il baissa sa trompe et commença à aspirer. Burl recula très lentement, se glissant entre deux tiges de champignons, rampant jusqu'à retrouver le sentier qu'il connaissait. Il mit plus de 10 minutes à revenir jusqu'à la lisière de la clairière. Là, il se releva, jetant des regards nerveux autour de lui. Tout semblait calme. Il pressa les pas. Sa tribu l'attendait. Quand il arriva, les visages tournés vers lui s'illuminèrent. L'eau était rare, précieuse. Il leur tendit la gourde, et une femme la prit avec un sourire reconnaissant. Elle était jeune, à peine plus âgée que lui. Ses bras étaient fins, ses jambes couvertes de cicatrices d'anciennes piqûres d'insectes, mais son regard était doux. Ils s'assirent ensemble, partageant un morceau de chair séchée, probablement de larves grillées. Un vieil homme murmura une prière. Ce n'était pas une prière comme autrefois. C'était plutôt une sorte de murmure, une incantation ancienne dont personne ne connaissait plus vraiment le sens, mais cela les rassurait. Burl mangea en silence. Son esprit était encore dans la forêt. Il n'en avait pas conscience, mais ce jour-là allait marquer un tournant. Une suite d'événements allait être déclenchée. Des événements qui l'emporteraient bien au-delà des sentiers familiers, dans des lieux que nul humain n'avait foulés depuis des siècles. Et il en sortirait changé. Mais pour l'instant, il était juste un garçon maigre et silencieux, assis au bord d'un monde devenu fou, grignotant le fruit de sa chasse quotidienne. Et, au loin, dans les hauteurs des champignons, quelque chose l'observait. Le lendemain matin, Burl partit plus tôt que d'habitude. Le ciel était plus sombre que la veille. De lourds nuages s'amoncelaient, si bas que les plus hauts champignons semblaient en frôler la base avec leurs chapeaux spongieux. Une brume flottait entre les troncs grotesques, rendant les distances floues, brouillant les perspectives. Il s'était éveillé avec une sensation étrange, comme si le monde retenait son souffle. Le silence régnait, un silence trop dense, presque pesant. Même les insectes, d'ordinaire omniprésents, semblaient absents. Il tenait à la main une lance grossière, taillée dans un os long et affûté à l'une de ses extrémités. L'arme était rudimentaire, fragile, mais elle avait parfois suffi à tenir en respect certaines créatures. Il avança prudemment, guettant les moindres mouvements, les moindres sons. Ses pieds nus effleuraient le tapis fongique du sol, soulevant parfois des filaments blancs comme de la poussière. Il s'enfonça dans la forêt de champignons géants. Chaque tige, chaque tronc était plus large qu'un homme. Certains atteignaient 10 fois sa taille. Leurs chapeaux s'étalaient comme des parapluies monstrueux, dégoulinant de mousse visqueuse, d'où tombaient parfois des gouttes d'un liquide jaune ou vert, acide pour la peau humaine. Burl connaissait le chemin. Il visait un secteur plus éloigné que d'habitude, dans l'espoir d'y trouver une nouvelle source de nourriture, peut-être une colonie d'œufs d'insectes ou un cocon oublié.
Mais ce jour-là, il ne trouva rien de tout cela. À la place, il tomba sur un spectacle terrifiant. Au détour d'un tronc, il découvrit une clairière dégagée, inondée d'une étrange lumière pâle, et en son centre gisait un corps. Pas un humain, un insecte, mais pas un insecte qu'il reconnaissait. Il s'approche lentement. Le sol, ici, était plus dur, plus sec. Les moisissures avaient laissé place à une sorte de lichen noirâtre qui crissait sous ses pas. Le cadavre de l'insecte était immense, long d'au moins 20 pieds. Il ressemblait vaguement à un mille-pattes, mais avec une carapace brillante, des pattes pointues comme des dagues, et une mâchoire énorme en forme de tenaille. Il était mort récemment. La chair frémissait encore de spasmes nerveux. Burl s'accroupit. Une trace conduisait jusqu'au corps. Des sillons profonds, comme ceux laissés par une lutte violente. Et à l'extrémité de cette trace, un autre cadavre, cette fois, celui d'un coléoptère, tout aussi gigantesque, renversé sur le dos, les pattes tordues vers le ciel. 2 titans s'étaient affrontés ici, et s'étaient entretués. Burl resta figé un long moment. Puis, très lentement, il s'approcha du coléoptère. Le ventre de l'insecte s'était ouvert lors du combat. À l'intérieur, quelque chose brillait. Il s'en approcha. Des œufs. Des œufs d'une couleur laiteuse, gros comme des crânes humains, posés là dans une membrane encore chaude. Il hésita, puis tendit la main. Il en prit un, puis un second. C'était de la nourriture. Il savait que certains œufs d'insectes étaient comestibles, d'autres étaient toxiques, mais ceux-ci étaient encore trop jeunes pour avoir produit du venin ou des sécrétions nocives. Il les enveloppa dans une pièce de tissu nouée à sa taille et recula prudemment. Il avait eu de la chance, mais il n'était pas seul. Au bord de la clairière, un mouvement. Quelque chose se faufilait entre les champignons. Quelque chose d'énorme, silencieux, une forme noire, à 6 pattes. Il n'attendit pas. Il se retourna et courut. Il courut à travers les tiges géantes, évitant les moisissures, bondissant par-dessus les racines spongieuses, sa lance battant contre sa jambe. Il entendit le bruit derrière lui, un bourdonnement, puis des cliquetis. Des mandibules claquèrent quelque part, non loin. Il ne regarda pas. Il courut jusqu'à ce que ses jambes lui brûlent. Il courut jusqu'à ce que son souffle devienne rauque, douloureux. Et enfin, il atteignit un creux qu'il connaissait. Un tunnel dans une souche géante, rongée par les termites, qu'il avait déjà utilisé comme cachette. Il s'y glissa, rampa et s'immobilisa, caché dans l'ombre humide. Le bruit passa. Il n'osa pas bouger pendant près d'1 heure. Puis, quand tout fut à nouveau calme, il sortit lentement. Les œufs étaient toujours là, collés contre sa peau. Il fit demi-tour et rentra vers la tribu. Ce soir-là, ils festoyèrent, et Burl fut un héros. Durant plusieurs jours après cette chasse inattendue, la tribu ne souffrit ni de la faim, ni de l'angoisse du lendemain. Les œufs avaient nourri tout le monde, et même les plus anciens s'étaient sentis revigorés par cette manne soudaine. Les enfants, peu nombreux, avaient ri. Cela n'arrivait pas souvent. Mais Burl ne riait pas. Il se souvenait du combat qu'il avait entrevu, de l'immensité de ces créatures qui s'étaient entretuées et du prédateur qu'il avait presque pourchassé au retour. Quelque chose avait changé. Il n'aurait su dire quoi exactement, mais il le sentait dans l'air, dans les silences trop longs de la forêt, dans le comportement nerveux des insectes géants eux-mêmes. Et bientôt, cette intuition devint certitude. Un matin, alors que le ciel était plus jaune que gris, qu'une chaleur étouffante oppressait les poumons et que le sol suintait de vapeur, Burl sortit seul pour explorer un territoire plus lointain encore. Il franchit plusieurs cercles de champignons, passa des zones infestées de moisissures toxiques et entra dans une région qu'il ne connaissait pas. Là, les champignons étaient différents, plus hauts, plus minces. Leurs tiges grimaçaient comme si elles avaient été tordues à la main, et leurs chapeaux pendaient, déformés, presque décomposés. Certains paraissaient morts depuis longtemps, mais se maintenaient debout, soutenus par les racines emmêlées des autres. Le sol était sec, cranté, parfois craquant sous ses pieds, et puis il le vit.
Au loin, dressée comme une falaise au milieu du paysage sinistre, une forme rectangulaire, massive, couverte de lianes noires et de moisissures épaisses. Un vestige, un mur, une structure humaine. Il s'approche avec lenteur, les yeux écarquillés. Jamais il n'avait vu pareille chose. Cela ne ressemblait en rien aux ruines où vivait sa tribu. Ici, tout semblait plus ancien, plus vaste, plus mort. Il toucha la paroi. La pierre s'effritait sous ses doigts, révélant une matière plus dure en dessous. Du métal, de l'ancien métal. Il fit le tour, une entrée, un tunnel effondré. Il hésita, puis se glissa à l'intérieur. L'air y était plus frais, plus lourd. Une odeur de rouille et de temps. L'obscurité l'enveloppait, mais ses pupilles dilatées s'adaptèrent vite. Il progressa. Des choses brisées traînaient au sol. Des formes indistinctes. Des angles métalliques tordus, des débris de verre fondu, des plaques couvertes de signes que nul ne pouvait plus lire. Et soudain, au fond d'un couloir, il vit une lumière bleutée, pulsante. Instinctivement, il recula, prêt à fuir. Mais rien ne se produisit. Alors il s'approcha. La lumière provenait d'un petit cylindre, posé dans un recoin. Il battait lentement, comme un cœur artificiel. Une fine brume bleue en émanait, comme un souffle tiède. Burl n'avait jamais rien vu de tel. Il tendit la main, et au moment où ses doigts touchèrent le métal tiède de l'objet, la lumière s'intensifia. Un instant, puis elle s'éteignit. Le silence revint. Il recula, le souffle court. Le cylindre était désormais froid, mort. Mais il avait ressenti quelque chose. Une vibration, un souffle intérieur. Comme si quelque chose s'était réveillé. Ou pire encore, comme si quelque chose l'avait vu. Il sortit en courant. Il ne regarda pas derrière lui. Par la suite, les hommes commencèrent à mourir, ceux qui avaient persisté à rester proches du niveau de la mer. Ils ne pouvaient plus survivre dans l'air devenu toxique. La zone dangereuse s'éleva progressivement, tandis que les failles terrestres continuaient sans relâche de libérer leur flux constant de gaz fétide. Bientôt, il ne fut plus possible de vivre à moins de 500 pieds d'altitude. Les basses terres furent abandonnées, envahies par une végétation aussi dense que celle des premières ères carbonifères. Puis, les hommes commencèrent à mourir d'épuisement pur à 1000 pieds d'altitude. Les plateaux et sommets se peuplèrent de multitudes, luttant pour un bout de terrain habitable, pour un peu de nourriture au-dessus de la menace invisible qui montait toujours. Ces événements ne se produisirent pas en une année, ni en 10, ni même en une seule génération, mais en plusieurs. Entre le moment où les chimistes de l'Institut géophysique international annoncèrent que la proportion de dioxyde de carbone dans l'air était passée de 0,04% à 0,1%, et le moment où, au niveau de la mer, ce gaz mortel représentait 6% de l'atmosphère. Plus de 200 ans s'étaient écoulés. Arrivant progressivement, les effets nocifs de ce poison insidieux se firent sentir avec une lenteur traîtresse. D'abord la lassitude, puis une torpeur cérébrale, ensuite une faiblesse physique généralisée. L'humanité cessa de croître en nombre. Après une longue période, la race humaine ne représentait plus qu'une fraction de sa taille originelle. Il y avait de la place en abondance sur les sommets, mais la limite de danger continuait à grimper. Il n'existait qu'une seule solution. Le corps humain devait s'habituer au poison, ou il était condamné à l'extinction. Il développa finalement une tolérance au gaz qui avait balayé race après race, nation après nation, mais à un prix terrible. Les poumons s'élargirent pour mieux capter l'oxygène vital, mais le poison, inhalé à chaque respiration, laissait les rares survivants malades, accablés d'une fatigue perpétuelle. Leurs esprits manquaient d'énergie pour résoudre de nouveaux problèmes ou transmettre les connaissances qu'ils possédaient encore à un degré quelconque. Et, 30 000 ans plus tard, Burl, un descendant direct du premier président de la République universelle, rampait à travers une forêt de champignons et de croissances fongiques. Il ignorait tout du feu, des métaux, de l'usage de la pierre et du bois. Il portait un unique vêtement,
Son langage se résumait à un petit groupe de sons labiaux, quelques centaines à peine, sans abstraction, et contenant peu de noms concrets. Il ignorait la nature même du feu, ne connaissait pas l'existence de l'acier, et n'aurait pu imaginer le bois sec. Il ne connaissait pas l'existence du soleil, car il ne l'avait jamais vu, tout au plus une lueur diffuse à travers les brumes permanentes qui recouvraient le monde. Il n'avait jamais vu une étoile. Il n'avait jamais entendu la voix d'un oiseau. Il ne connaissait ni le chant, ni l'écriture, ni l'idée qu'un temps autre que celui qu'il vivait avait pu exister. Et pourtant, en rampant à travers la forêt de champignons, dans ce monde devenu fou, il n'était pas malheureux. Il avait peur, souvent. Il avait faim, régulièrement. Il dormait mal, il courait beaucoup, il se cachait toujours. Mais il n'était pas malheureux. Il existait. Il était vivant. Et dans le monde où il vivait, c'était en soi un exploit. Ce jour-là, il s'avança à travers une vallée étroite, où les tiges de champignons se dressaient à intervalles réguliers, hautes et droites, telles des colonnes d'un temple abandonné. Entre elles, des fils de soie étaient suspendus. Il les évitait avec précaution. C'étaient les pièges des araignées géantes. Certaines toiles vibraient légèrement, signe qu'une bête massive y attendait. Il marcha sans bruit, les yeux écarquillés, les muscles tendus, prêt à fuir à la moindre alerte. Un bruit attira son attention. Un bruissement à peine audible, mais distinct. Un glissement. Une masse se déplaçait. Il s'abaissa aussitôt, se plaquant contre une souche spongieuse. Il attendit. Puis il la vit. L'araignée, un monstre noir et luisant, plus grand qu'un buffle, avançait entre les tiges, ses pattes se soulevant lentement, puis s'abaissant avec une précision mortelle. Elle passa à quelques mètres de lui, sans le voir, son abdomen luisant d'une pellicule d'humidité, ses mandibules s'ouvrant et se fermant par automatisme. Elle disparut. Burl expira lentement. Il attendit encore. Puis il se redressa et continua sa route. Il cherchait un nid. Pas celui d'une araignée, mais celui d'un papillon de nuit. Il espérait en trouver un, dans un recoin à l'abri du vent et de la pluie. Les cocons étaient faits d'une matière résistante, presque imperméable, qu'il pouvait découper pour s'en faire des vêtements ou des sacs. Et les larves qu'ils contenaient étaient, la plupart du temps, comestibles. Il tourna dans une cavité ombragée, protégée par des feuilles épaisses. Et il le vit. Un cocon, énorme, suspendu entre deux tiges, comme une outre gonflée. Il s'approche. Pas de traces d'araignée, pas de toile. C'était bien un cocon de papillon de nuit. Il le toucha. Il était tiède. La larve était toujours vivante à l'intérieur. Il sortit son outil de coupe, un éclat de pierre durci et poli, monté sur un manche osseux, et commença à entailler la membrane. La matière résistait, mais céda lentement. Un liquide visqueux s'en écoula, gluant, inodore. Il agrandit l'ouverture, la larve frémit. Un long corps blanc, replié sur lui-même, avec des excroissances charnues et des pattes embryonnaires. Il enfonça sa lame, nette, dans la masse molle. La créature se contracta, puis s'immobilisa. Burl coupa un morceau. Il en mordit un bout. Le goût était âcre, mais pas mauvais. Il en détacha d'autres, les enveloppa dans des fibres de feuilles tressées, puis s'apprêta à repartir. Et soudain, un cri humain, un hurlement. Il venait de la forêt, derrière lui. Il se figea, un autre cri, plus fort, désespéré. Quelqu'un appelait à l'aide. Le hurlement se répercuta dans la forêt de champignons, se brisant contre les piliers spongieux, ricochant entre les tiges comme un cri dans une cathédrale en ruine. Burl ne bougea pas. Il n'avait jamais entendu un cri pareil. Ce n'était pas la plainte d'un blessé ordinaire, ni l'appel d'un enfant perdu. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de primal, de désespéré, de terrifié. Un cri d'agonie, un second hurlement, puis un troisième, et le silence. Burl recula instinctivement. Il avait été seul trop longtemps pour ignorer l'instinct qui grondait en lui, fuir. Mais une autre voix s'éleva, plus faible, étouffée, une voix humaine, une supplique. À l'aide. Il serra la mâchoire, son cœur battait à tout rompre. Ses jambes tremblaient.
Mais il ne pouvait pas ignorer cette voix. Il replia sa récolte dans son sac de feuilles tressées, la coinça sous son bras et avança. Il se fraya un chemin à travers les troncs champignons, contournant les pièges fongiques, surveillant les spores dans l'air. Il suivait le son de la voix, qui se faisait de plus en plus faible. Et puis, dans une clairière, il vit une silhouette. Un homme, allongé sur le sol. Autour de lui, le sol était labouré, griffé, brisé par des marques de lutte. Des fragments de toile s'étaient accrochés aux champignons voisins, comme si une bête massive avait été dérangée dans sa chasse. L'homme gisait sur le dos, le torse lacéré, respirant à peine. Ses yeux roulèrent vers Burl. Il tenta de parler, mais seul un gargouillement sortit de sa gorge. Burl s'agenouilla. Le blessé saisit son bras d'une main décharnée, ses doigts tachés de sang. Il murmura quelque chose. Un nom peut-être. Puis sa main retomba, et il ne bougea plus, mort. Burl resta un instant immobile, regardant le cadavre. C'était un homme de sa tribu, mais qu'il ne connaissait pas bien. L'un des chasseurs des groupes éloignés. Il se releva. Quelque chose avait tué cet homme. Quelque chose d'assez puissant pour éventrer un corps humain, d'assez silencieux pour repartir sans laisser plus de traces. Et c'était encore là, quelque part. Il s'enfuit. Il courut jusqu'à ce que ses jambes lui brûlent, jusqu'à ce que ses pieds heurtent des racines, jusqu'à ce que la lumière des spores en suspension danse devant ses yeux, comme un brouillard de feu. Lorsqu'il arriva au campement, haletant, couvert de sueur et de poussière, il ne dit rien. Mais les autres virent son regard, et ils comprirent. Quelque chose approchait. Le campement n'était qu'un recoin dissimulé dans les ruines effondrées d'une ancienne structure humaine. Un abri précaire sous un auvent de pierre rongé par les mousses, entre les piliers tordus d'un monde oublié. Mais ce soir-là, dans ce recoin qui leur servait de refuge, personne ne parla. Ils mangèrent en silence, mastiquant la chair fibreuse des larves, buvant à peine quelques gorgées de l'eau douteuse qu'ils avaient recueillie plus tôt dans la journée. Même les enfants restaient muets, blottis contre les parois humides. Burl, assis un peu à l'écart, regardait l'obscurité. Il savait que ce n'était pas fini. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti, ce n'était qu'un signe avant-coureur. Le monde autour d'eux changeait. Peut-être même plus vite que les anciens ne l'avaient prévu. Les créatures devenaient plus grandes, plus nombreuses, plus hardies. Lui-même avait affronté plus de dangers en quelques jours que durant toutes les lunes précédentes réunies. Il songeait à l'étrange structure qu'il avait découverte, au cylindre lumineux, à la vibration qu'il avait ressentie, et à la sensation étrange, presque animale, que quelque chose l'observait, depuis lors. Il avait peur. Mais il avait aussi quelque chose d'autre, qu'il n'arrivait pas à nommer. Une étincelle, un désir sourd de comprendre. Peut-être était-ce cela, la trace la plus profonde laissée par les anciens en lui. Une infime capacité à se poser des questions. Le lendemain, il partit avant l'aube. Personne ne tenta de l'en dissuader. On savait que Burl partait souvent seul, qu'il rapportait plus de nourriture que les autres, qu'il semblait attiré par les zones dangereuses, et qu'il revenait toujours. Ou presque. Il suivit un nouveau chemin. Il voulait retourner vers la structure, revoir le cylindre, comprendre ce que c'était. Il avait apporté avec lui un éclat plus tranchant que d'habitude, affûté sur une pierre de rivière, ainsi qu'une gourde pleine et une poignée de filaments de racines comestibles. Le voyage fut long. La lumière filtrait à travers les champignons en faisceaux blanchâtres, ternes et maladifs. Les spores flottaient en permanence comme une neige morbide. L'air était chaud et moite, saturé d'une odeur de fermentation. Il arriva devant la paroi métallique en fin de matinée. Elle était toujours là, massive, imposante. Il s'y adossa un instant, reprenant son souffle. Puis il entra. L'air intérieur semblait plus lourd qu'avant, plus électrique. Il avançait prudemment, les yeux ajustés à l'obscurité, chaque pas accompagné d'un craquement discret sous ses pieds nus. Il retrouva le couloir, le recoin, le cylindre. Il était éteint, mais une chose avait changé. Quelque chose avait été déplacé. Un objet métallique gisait à côté du cylindre,
comme expulsé d'un compartiment invisible. C'était un petit disque strié de lignes complexes, d'arabesques géométriques qu'aucun homme vivant n'aurait pu comprendre. Burl tendit la main. Et cette fois, au moment où ses doigts touchèrent le métal, le cylindre s'illumina, pas doucement. D'un coup, un éclair, une lumière bleue éclatante envahit le recoin, pulsa dans les murs, se répercuta à travers les structures comme un cri silencieux. Burl hurla. Il tomba en arrière, aveuglé. Et au fond de l'installation, très loin, quelque chose répondit. Un son, lointain, mécanique, ancien. Quelque chose venait de se réveiller. Burl resta un long moment immobile. La lumière s'était éteinte aussi brusquement qu'elle s'était allumée. Il ne restait qu'un faible halo bleuté, qui s'éteignait peu à peu sur la surface métallique du cylindre. Le silence retomba, mais c'était un silence étrange. Comme si les choses autour de lui retenaient leur souffle. Comme si la structure entière, morte depuis des millénaires, venait de rouvrir un œil. Il se redressa lentement, les mains tremblantes. Il n'avait pas été blessé, pas physiquement. Mais une partie de lui avait été touchée, remuée, bousculée dans ses fondements. Il ne comprenait rien à ce qu'il avait vu, mais il savait que c'était important. Il ramassa le petit disque tombé au sol. Il était tiède. Il le glissa dans la ceinture de feuilles tressées qui entourait sa taille, puis recula, quittant le couloir en silence, en jetant des regards furtifs autour de lui. Quelque chose dans les murs semblait l'observer. Il sortit de la structure, aveuglé un instant par la pâleur du jour. La forêt de champignons semblait inchangée. Et pourtant, les spores flottaient différemment. Les tiges géantes paraissaient plus vigilantes, comme si elles attendaient. Burl marcha vite. Il voulait rentrer, prévenir les siens, leur montrer le disque. Mais il n'avait fait que quelques centaines de pas lorsqu'il entendit le premier grondement. Un bruit sourd, loin, très loin, mais puissant. Il s'arrêta net. Un deuxième grondement, puis un troisième. Le sol vibrait. Il posa une main sur la terre spongieuse. Elle tremblait. Il leva les yeux. Un nuage de spores s'élevait à l'horizon. Quelque chose approchait, quelque chose de très grand. Il se mit à courir. Il bondissait entre les racines, sautait par-dessus les creux moussus, zigzaguait entre les piliers géants. Son souffle était court, son cœur battait à tout rompre. Puis il entendit le bruit, pas un grondement cette fois. Un craquement, un claquement, un battement d'ailes. Quelque chose survolait la canopée fongique. Il se plaqua contre un tronc, caché sous un rebord spongieux, et observa. Un insecte. Non. Une nuée. Des papillons de nuit. Géants. 20, 30, plus encore. Ils volaient au-dessus de la forêt, tournoyant, formant une spirale ascendante, puis redescendant comme une tempête. Il n'avait jamais vu cela. C'était une migration, ou une fuite. Et ce qu'il fuyait devait être terrible. Il attendit. Les insectes passèrent. Le silence revint. Mais à présent, il n'avait plus qu'une seule idée, fuir. Fuir le plus vite possible, rentrer et comprendre. Il mit 2 jours à revenir. Quand il arriva près du campement, la nuit tombait. Une nuit épaisse, presque liquide. La brume formait des voiles entre les champignons, et les spores luisaient faiblement, comme des poussières d'étoiles mortes. Il avança en silence, puis il vit la lumière. Une faible lueur, dans la ruine, inhabituelle. Il s'approche, et il entendit les voix, des murmures, des pleurs. Il entra. Ils étaient là, rassemblés, terrifiés. Quelqu'un le vit et cria. « Burl !» Il s'agenouilla. Une femme lui saisit le bras. « Elle est venue. Elle est revenue. » Qui ? L'araignée. Son cœur se serra. Elle a pris 2 enfants, et Jarn. Un silence, puis un murmure. Et elle va revenir. Il était ignorant du feu, ou des métaux, de l'usage de la pierre ou du bois. Un seul vêtement le couvrait. Son langage se composait d'un groupe maigre de quelques centaines de sons labiaux, ne transmettant ni abstraction et très peu de choses concrètes. Il ignorait ce qu'était une étoile ou un soleil. Il n'avait jamais vu un animal à sang chaud,
sauf les membres de sa tribu, et même eux, il n'en connaissait pas beaucoup. Les femmes étaient rares, les enfants, plus rares encore. L'humanité se maintenait par miracle. La vie même semblait une bataille contre le sol, contre l'air, contre la lumière. Une bataille que personne ne gagnait, seulement des fuites sans fin. Et pourtant, Burl vivait. Et ce jour-là, alors qu'il explorait une partie reculée de la forêt de champignons, il fit une découverte. Ce fut un pur hasard. Il tournait autour d'un énorme pied de champignon penché, couvert de mousse noire, quand il trébucha sur une racine pourrissante. Il chuta, et sa main s'enfonça dans une crevasse du sol. Il sentit quelque chose de dur, de lisse, de froid. Il creusa un peu, et il découvrit un objet, un cylindre métallique, aussi long que son avant-bras, couvert de stries complexes. Il le tira à la lumière. Le métal brillait faiblement, terni mais intact. Il ne savait pas ce que c'était, mais il le prit. Ce fut le début. Plus tard, il retourna au campement. Il montra l'objet aux autres. Ils le touchèrent, le reniflèrent, l'examinèrent avec crainte, puis ils s'en détournèrent, comme de toutes choses qu'ils ne comprenaient pas, mais Burl ne l'oublia pas. Il le garda près de lui, le nettoya, le frotta avec des fibres, cherchant une réponse. Et une nuit, alors que les spores tombaient comme de la neige sur le monde, une chose se produisit. Il était allongé sous un auvent de racines mortes, le cylindre contre sa poitrine. Il rêvait, ou pensait rêver. Un murmure, un frisson dans l'air, un mot, inconnu, une vibration. Il se réveilla en sursaut, et dans le noir, le cylindre brillait doucement. Pas une lumière forte, mais une pulsation. Comme un cœur ancien qui recommençait à battre, il le serra entre ses mains. Et cette nuit-là, Burl eut sa première vision. Pas un rêve, pas une hallucination. Une image, imprimée dans sa tête, une forme, une tour, un ciel noir, des machines, des hommes, petits, puissants, couverts de vêtements rigides, une ville, des lumières, puis plus rien. Il se redressa, haletant. Son monde était devenu plus vaste. Quelque chose dormait sous les racines. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui se souvenait. Et il savait que cela l'avait vu. Dans les jours qui suivirent, Burl ne parla à personne du cylindre. Il le gardait près de lui, enroulé dans une bande de peau souple qu'il avait tressée à partir de filaments de cocon. Il ne comprenait pas ce que c'était, mais il sentait, au fond de lui, qu'il importait, que c'était différent, que c'était lié au monde d'avant, à un temps que même les anciens ne pouvaient plus nommer. Parfois, la nuit, le cylindre brillait de nouveau, et d'autres visions lui venaient, des images de machines, de routes, de ciel bleu, d'hommes qui ne se cachaient pas, de mots étranges. Il ne comprenait rien, mais il regardait, et il apprenait. Il ne savait pas qu'il commençait à penser, pas seulement à survivre, mais à penser. Un jour, il partit loin, plus loin que jamais. Il laissa le campement au matin et marcha sans s'arrêter jusqu'à la lumière pâle du soir. Il longea les bois fongiques, escalada des formations calcifiées, traversa des vallées pleines de mousse fluorescente et évita des toiles dont la seule vue suffisait à le faire frissonner. Il atteignit une grande clairière. Et là, au centre trônait une chose, un ingénieur, un véhicule, immense, rouillé, tordu, renversé sur le flanc, mais intact, un reste du temps des anciens. Il l'approcha lentement. L'herbe pourpre et les moisissures avaient recouvert ses roues. Une ouverture béante laissait voir un intérieur noirci, mais il reconnut la structure. Il savait ce que c'était. Il l'avait vu dans ses rêves. C'était une machine de transport, un véhicule à air lourd. Il posa la main sur la surface. Le métal était froid. Et le cylindre, dans sa ceinture, se mit à pulser. Il le sortit, et à l'instant où il le brandit devant la porte ouverte, une lumière s'alluma à l'intérieur du véhicule. Faible, bleutée. Et une voix s'éleva, pas une voix humaine, pas un langage, mais une suite de sons réguliers, rythmés. Un message. Burl tomba à genoux et écouta. Il ne comprenait pas les mots,
mais il comprenait le sens. Quelqu'un, ou quelque chose, parlait, quelque chose de vieux, quelque chose de survivant. Il resta là jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Puis il se releva et rentra. Ce soir-là, il ne mangea pas. Il regardait les spores danser dans l'air. Et dans son regard, il y avait autre chose que la peur. Il y avait une question et l'ombre d'une réponse. Il était ignorant de la guerre, de la propriété, de la cupidité, de la luxure, de l'ambition, de la jalousie, de toutes les passions qui avaient animé ses ancêtres à l'époque de leur puissance et de leur culture. Mais il était aussi ignorant du courage. Il rampa à travers la forêt, le sol gluant sous ses pieds de nu, les yeux écarquillés à la recherche de toute trace de danger, son oreille entraînée captant les moindres sons inhabituels. Il était armé de sa lance à pointe d'os, usée, et d'un courage né de l'habitude et de la nécessité, pas de la volonté. Ce jour-là, Burl était à la recherche d'un de ces gigantesques papillons de nuit dont la chair tendre nourrissait sa tribu. Il avait découvert une région propice, et il espérait y trouver un cocon. La jungle fongique était silencieuse, trop silencieuse. Une nappe épaisse de spores descendait lentement dans l'air. Elle flottait comme un brouillard doré, scintillant faiblement à la lumière pâle du ciel. Le moindre mouvement y traçait des sillons. Il s'arrêta soudainement. Un bruit, faible, rythmé, un pas, puis un second. Il s'accroupit aussitôt derrière une excroissance spongieuse, son cœur battant contre sa poitrine. Et il vit la créature, une fourmi, mais pas comme celle d'autrefois. Celle-ci mesurait plus de 6 pieds de long, son abdomen noir et segmenté se balançant à chacun de ses pas. Ses mandibules luisaient de salive, ouvertes, prêtes à mordre. Elle avançait, méthodique, son regard aveugle mais sa perception aiguisée par des antennes frémissantes. Burl retint sa respiration. Elle passa devant lui, puis s'arrêta. Elle avait senti quelque chose. Ses antennes tournèrent lentement. Burl sentit son sang se glacer. Il ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Il resta parfaitement immobile. La fourmi tourna sur elle-même, cherchant, reniflant l'air. Puis, sans raison apparente, elle s'éloigna. Elle s'évanouit entre 2 piliers de champignons, ses pattes cliquetant contre les racines, et bientôt, le silence revint. Burl resta figé encore longtemps. Puis il se releva. Et il sut une chose, ce jour-là. La jungle était en train de changer. Les créatures devenaient plus audacieuses, plus nombreuses, plus intelligentes. Il ne savait pas. Mais il pressentait que bientôt, l'homme, même dans sa misère actuelle, serait à nouveau en guerre. Non pas contre lui-même, mais contre la vie même qu'il avait laissée prospérer. Il était ignorant. Des oiseaux, des mammifères, des reptiles, de tous les vertébrés, à l'exception des humains de sa tribu, peu nombreux et tous aussi ignorants que lui. Il ne connaissait que les invertébrés, les insectes géants, les moisissures, les levures, les mousses monstrueuses, les champignons colossaux, les spores dans l'air, les sucs visqueux, les émanations mortelles. Et pourtant, au milieu de cette horreur organique, il survivait. Ce jour-là, il rampait lentement dans une région où il n'était jamais allé. Ses pieds s'enfonçaient parfois dans des tapis spongieux qui émettaient des bulles d'air nauséabonds. D'autres fois, il devait contourner des troncs de champignons dont les chapeaux s'étaient affaissés, ruisselant d'une gelée violette. Il avait faim, et sa tribu avait faim aussi. Il cherchait une proie, un cocon, une larve ou un œuf oublié. Parfois, il trouvait un papillon de nuit à peine sorti de sa chrysalide, incapable de voler encore. Alors il bondissait et frappait et le ramenait. Mais ce jour-là, il n'avait rien vu, jusqu'au moment où il s'arrêta net. Devant lui, le sol était labouré, griffé, brisé, des traces de lutte, une lutte titanesque. Il s'avança lentement, et il vit les corps. 2 créatures mortes, un mille-pattes, ou ce qui ressemblait à un mille-pattes, et un coléoptère. Tous 2 gigantesques, massacrés. Les carapaces étaient éventrées. Des fluides s'étaient répandus au sol, creusant des sillons fumants dans la végétation environnante. Burl observa un moment.
Puis il vit ce qu'il cherchait. Les œufs. Dans la panse ouverte du coléoptère, des œufs translucides brillaient faiblement, baignant dans une liqueur ambrée. Il s'approche, lentement. Le sol collait à ses pieds. L'odeur était pestilentielle. Il étendit la main, en ramassa un, puis deux, puis trois. Il recula. Un bruit. Il se figea. Une branche? Non, une tige de champignon venait de trembler. Quelque chose bougeait, quelque chose de très grand. Il recula doucement, puis tourna les talons et s'enfuit. Il courut sans regarder derrière lui. Il courut jusqu'à ce que le sol change de texture, jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'odeur de sa propre clairière. Et quand il revint, les bras pleins de nourriture, les autres se jetèrent sur lui en silence. Il ne dit pas un mot, mais il savait. Il savait que ce qu'il avait vu n'était pas unique. Le monde bougeait, et l'équilibre qui existait entre les monstres, les spores et les hommes était en train de basculer. Il était ignorant de la guerre, de la propriété, de la cupidité, de la luxure, de l'ambition, de la jalousie, de toutes les passions qui avaient animé ses ancêtres à l'époque de leur puissance et de leur culture. Mais il était aussi ignorant du courage. Il rampa à travers la forêt, le sol gluant sous ses pieds nus, les yeux écarquillés à la recherche de toute trace de danger, son oreille entraînée captant les moindres sons inhabituels. Il était armé de sa lance à pointe d'os, usée, et d'un courage né de l'habitude et de la nécessité, pas de la volonté. Ce jour-là, Burl était à la recherche d'un de ces gigantesques papillons de nuit, dont la chair tendre nourrissait sa tribu. Il avait découvert une région propice, et il espérait y trouver un cocon. La jungle fongique était silencieuse, trop silencieuse. Une nappe épaisse de spores descendait lentement dans l'air. Elle flottait comme un brouillard doré, scintillant faiblement à la lumière pâle du ciel. Le moindre mouvement y traçait des sillons. Il s'arrêta soudainement. Un bruit, faible, rythmé. Un pas, puis un second. Il s'accroupit aussitôt derrière une excroissance spongieuse, son cœur battant contre sa poitrine. Et il vit la créature, une fourmi, mais pas comme celle d'autrefois. Celle-ci mesurait plus de 6 pieds de long, son abdomen noir et segmenté se balançant à chacun de ses pas. Ses mandibules luisaient de salive, ouvertes, prêtes à mordre. Elle avançait, méthodique, son regard aveugle mais sa perception aiguisée par des antennes frémissantes. Burl retint sa respiration. Elle passa devant lui, puis s'arrêta. Elle avait senti quelque chose. Ses antennes tournèrent lentement. Burl sentit son sang se glacer. Il ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Il resta parfaitement immobile. La fourmi tourna sur elle-même, cherchant, reniflant l'air. Puis, sans raison apparente, elle s'éloigna. Elle s'évanouit entre 2 piliers de champignons, ses pattes cliquetant contre les racines, et bientôt, le silence revint. Burl resta figé encore longtemps. Puis il se releva. Et il sut une chose, ce jour-là. La jungle était en train de changer. Les créatures devenaient plus audacieuses, plus nombreuses, plus intelligentes. Il ne savait pas, mais il pressentait que bientôt, l'homme, même dans sa misère actuelle, serait à nouveau en guerre. Non pas contre lui-même, mais contre la vie même qu'il avait laissée prospérer. Vers le milieu du XXIe siècle, il fut généralement reconnu qu'une nouvelle période carbonifère était sur le point de s'installer, lorsque l'atmosphère de la Terre deviendrait épaisse et humide, irrespirable pour l'homme, et que seules d'immenses herbes et fougères pourraient subsister. Quand le XXIe siècle toucha à sa fin, toute la race humaine commença à retourner à des conditions proches de la sauvagerie. Les terres basses devinrent insupportables. De denses jungles à la végétation démesurée recouvrirent le sol. L'air y était déprimant et accablant. Les hommes pouvaient y survivre, mais dans une existence maladive et fiévreuse. La population entière de la planète aspirait aux hauteurs, et, à mesure que les basses terres devenaient inhabitables, les hommes oublièrent 2 siècles de paix. Ils combattirent férocement, chacun pour un fragment de terre où ils pourraient respirer et vivre. Puis les hommes commencèrent à mourir, ceux qui persistaient à rester proches du niveau de la mer. Ils ne pouvaient plus survivre dans l'air vicié.
La zone de danger progressa, alors que les fissures de la croûte terrestre continuaient inlassablement à déverser leur flux constant de gaz fétide. Bientôt, on ne put plus vivre à moins de 500 pieds d'altitude. Les plaines furent abandonnées, devenant des jungles d'une densité comparable à celle de la première ère carbonifère. Puis les hommes commencèrent à mourir d'épuisement pur à 1000 pieds d'altitude. Les plateaux et sommets se peuplèrent de multitudes luttant pour un bout de terrain habitable, pour un peu de nourriture au-dessus de la menace invisible qui montait toujours. Ces événements ne se produisirent pas en une année, ni en 10, ni même en une seule génération, mais en plusieurs, entre le moment où les chimistes de l'Institut géophysique international annoncèrent que la proportion de dioxyde de carbone dans l'air était passée de 0,04% à 0,1%, et le moment où, au niveau de la mer, ce gaz mortel représentait 6% de l'atmosphère. Plus de 200 ans s'étaient écoulés. Arrivant progressivement, les effets nocifs de ce poison insidieux se firent sentir avec une lenteur traîtresse. D'abord la lassitude, puis une torpeur cérébrale, ensuite une faiblesse physique généralisée. L'humanité cessa de croître en nombre. Après une longue période, la race humaine ne représentait plus qu'une fraction de sa taille originelle. Il y avait de la place en abondance sur les sommets, mais la limite de danger continuait à grimper. Il n'existait qu'une seule solution. Le corps humain devait s'habituer au poison, ou il était condamné à l'extinction. Il développa finalement une tolérance au gaz qui avait balayé race après race, nation après nation, mais à un prix terrible. Les poumons s'élargirent pour mieux capter l'oxygène vital, mais le poison, inhalé à chaque respiration, laissait les rares survivants malades, accablés d'une fatigue perpétuelle. Leurs esprits manquaient d'énergie pour résoudre de nouveaux problèmes ou transmettre les connaissances qu'ils possédaient encore, à un degré quelconque. Et, 30 000 ans plus tard, Burle, un descendant direct du premier président de la République universelle, rampait à travers une forêt de champignons et de croissances fongiques. Il ignorait tout du feu, des métaux, de l'usage de la pierre et du bois. Il portait un unique vêtement. Son langage se résumait à un petit groupe de sons labiaux, quelques centaines à peine, sans abstraction, et contenant peu de noms concrets. Il était ignorant. Il était ignorant de la guerre, de la propriété, de la cupidité, de la luxure, de l'ambition, de la jalousie, de toutes les passions qui avaient animé ses ancêtres à l'époque de leur puissance et de leur culture. Mais il était aussi ignorant du courage. Il rampa à travers la forêt, le sol gluant sous ses pieds nus, les yeux écarquillés à la recherche de toute trace de danger, son oreille entraînée captant les moindres sons inhabituels. Il était armé de sa lance à pointe d'os, usée, et d'un courage né de l'habitude et de la nécessité, pas de la volonté. Ce jour-là, il avait faim, et sa tribu avait faim aussi. Il avait quitté le campement à l'aube, rampant prudemment parmi les moisissures et les champignons, évitant les spores flottants et les toiles d'araignée. Il cherchait un cocon. Un seul suffirait à nourrir les siens pendant une journée. Il traversa une zone inconnue. Le sol y était différent, craquant. Section des plaques de moisissure y pulsaient lentement, comme respirant à même la terre. Il avança plus lentement encore. Et puis, il entendit un bruit, un sifflement, suivi d'un battement régulier, dense, rythmé. Il s'accroupit et vit l'araignée, énorme, noire, velue, ses pattes couvertes de poils raides, ses mandibules comme deux crochets imbibés de venin. Elle filait sa toile. Au centre de la clairière, elle bâtissait son piège. Et là, pendu entre deux piliers de champignons, un cocon. Burle vit la forme enroulée dans la soie, une masse blanche, arrondie. Il se pencha. C'était un cocon de papillon de nuit, encore intact, encore scellé, encore plein. Mais l'araignée veillait. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes. Il observait les mouvements de la créature, la manière dont elle tissait, comment elle pivotait sur elle-même, jetant des fils, les ancrant, puis recommençant. Son cœur battait fort. Il voulait ce cocon. Mais il voulait vivre. L'araignée s'éloigna légèrement, dans une autre direction, pour renforcer un coin de sa toile.
Burl saisit sa lance et bondit. Il se rua dans la clairière, fendit l'air avec son arme, trancha les fils, saisit le cocon. Il courut. Derrière lui, l'araignée poussa un cri muet et fonça. Mais Burl avait déjà disparu. Il courait entre les troncs spongieux, bousculant les moisissures, glissant dans la brume de spores, tenant le cocon contre lui comme un trésor de vie. Et lorsqu'il atteignit le campement, haletant, le visage trempé de sueur et d'effroi, il leva le cocon devant les siens. Ils se ruèrent sur lui. Et ce soir-là, la tribu mangea. Mais Burl ne dormit pas. Il savait qu'il ne pourrait pas refaire cela. Pas 2 fois, pas 3. Le monde changeait, et bientôt, même le courage ne suffirait plus. Il était ignorant. Du feu, des métaux, de l'usage de la pierre et du bois. Un seul vêtement le couvrait. Son langage se composait d'un maigre groupe de quelques centaines de sons labiaux, ne transmettant aucune abstraction, et très peu de choses concrètes. Il ignorait ce qu'était une étoile ou un soleil. Il n'avait jamais vu un animal à sang chaud, excepté les membres de sa tribu, eux-mêmes peu nombreux. Il ne connaissait que les invertébrés, les insectes monstrueux, les mousses, les moisissures, les champignons gigantesques, les levures titanesques et les émanations toxiques. Il n'avait pas de mémoire historique. Les mots « hier » et « demain » n'avaient que peu de sens. Seul le présent, immédiat, sensoriel, menaçant, comptait. Mais il vivait, et un jour, il fit ce que nul homme de sa tribu n'avait jamais fait. Il se dressa sur ses jambes et regarda au loin. Non pas parce qu'un danger le guettait, mais parce qu'il se posait une question. Il ne savait pas quelle question. Mais elle grandissait en lui. Et lorsqu'il reprit sa marche, sa lance dans une main, un éclat de coquille dans l'autre, il n'était plus tout à fait le même. Un changement avait commencé. Pas dans la forêt, pas chez les insectes, pas dans le ciel, mais dans Burl lui-même, et peut-être dans l'humanité. Il marcha. Ses pas le menèrent plus loin que jamais auparavant. Il traversa des clairières étrangement silencieuses, où des spores flottaient comme un brouillard figé. Il escalada des souches pourries, dont le cœur battait lentement sous une couche de gélatine vivante. Il contourna les pièges des araignées, observa des fourmis géantes transporter des larves plus grosses qu'un homme, et vit des choses qu'il ne nommait pas, qu'il ne pouvait même pas penser. Mais il avançait. Quelque chose l'appelait. Ce n'était pas une voix, ni une lumière, ni une odeur. C'était un besoin, un instinct plus ancien que la peur, un élan vers autre chose. Et alors qu'il s'arrêtait pour se reposer, une forme surgit. Un cri, un battement d'ailes, un choc. Il tomba. Une ombre l'avait frappé. Quelque chose luttait. Il leva sa lance, frappa, hurla, puis le silence. Et devant lui, allongée, haletante, Saya. Elle saignait. Elle avait fui. Elle avait été attaquée. Elle s'était défendue. Il l'aida à se relever. Ils se regardèrent. Elle ne dit rien. Mais elle resta à ses côtés, et ils repartirent ensemble. Leur errance les mena jusqu'à une caverne moussue, protégée par des branches de champignons durcis. Ils s'y abritèrent. Ils y passèrent la nuit. Le lendemain, ils chassèrent. Ce jour-là, ils virent l'araignée, la plus grande que Burl ait jamais vue. Elle guettait, tapie dans l'ombre d'une ruine, ses pattes repliées sous elle, immobiles. Elle les avait vus. Ils savaient qu'ils devaient fuir. Mais quelque chose les retint. Burl serra sa lance. Saya leva une pierre, et ils attaquèrent. Ce fut une lutte acharnée. La bête fondit sur eux. Ses mandibules claquèrent. Ses pattes fracassèrent la pierre. Burl fut projeté contre un mur spongieux. Saya hurla. Mais ils tenaient bon. Ils frappèrent. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que la créature s'effondre. Elle frémit, puis ne bougea plus. Ils restèrent là, haletants, couverts de sang, de sueur et de spores. Ils s'étaient battus, et ils avaient gagné. Alors Burl et Saya revinrent à leur tribu. Ils l'avaient quitté presque nu, vêtu seulement d'un lambeau d'ailes de papillon noué autour de sa taille. Être timide, craintif, tremblant. Il revint en triomphe, marchant lentement, sans peur,
dans une large allée de champignons dorés menant au refuge des siens. Sur ses épaules était drapée une grande cape aux multiples couleurs, taillée dans l'aile entière d'un papillon de nuit. Une ceinture de fourrure souple enserrait sa taille. Une lance était dans sa main, et une massue féroce pendait à son flanc. Et entre lui et Saya, ils portèrent le cadavre d'une immense araignée. Autrefois, la terreur des hommes nus à la peau rose. Mais pour Burl, la chose la plus importante de toutes, c'était que Saya marchait à ses côtés, au vu de tous, le reconnaissant devant toute la tribu.